comprends pas qu'il a fini son travail. Ah Seigneur, on avait cru que la maison, si c'était notre maison à nous tous, on ne savait pas qu'on avait déjà privatisé ça. Quelqu'un va faire 4 mandats en Côte d'Ivoire ici. Pourquoi? Je refuse. Je refuse. Je refuse. Tu as trouvé tes moutons alors. Tu peux t'asseoir sur eux tant que tu veux. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Mais si c'est comme ça, nous allons marcher tout le temps et la Côte d'Ivoire va être un pays de marcheurs. Mais en même temps, nous affirmons aujourd'hui même qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Il ne fera pas un 4e mandat. Quand on finit son travail, on s'en va. On ne dit pas comme j'ai bien travaillé, alors je dois rester. Camerounais. Le Cameroun vient une fois de plus de traverser une période délicate de son histoire. Hier, en effet, le 6 avril, vers 3 h du matin, des éléments de la garde républicaine ont entrepris la réalisation d'un coup d'État, concrétisé par la coupure des liaisons téléphoniques, l'occupation des points stratégiques ou sensibles de Yaoundé, palais de dignité, immeuble de la radio, aéroport, etc., avec pour finalité la mainmise par la violence sur le pouvoir politique. Avec le 6 avril 1984, la date où le président il avait confirmé qu'il vient de faire une grosse erreur, donner le pouvoir à Paul Biya. C'est 2 ans après qu'il constate que qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de mettre le pays dans la mer. Pour voilà, erreur, Fondoutou pour Madame Fondos. Elle dit que toi d'abord, là où je te vois la condamnation par contumace à mort. La chasser du pays. Pour un pays, d'avoir le président enterré à l'extérieur, hors du pays, c'est la malédiction. Mais le cas a décidé que ce n'est pas quelque chose qui le concerne. Que ce qui se passe actuellement, c'est ça aussi ce que Paul Biya a instauré dans le landerneau camerounais. C'est-à-dire qu'il a constitué, il a labellisé son irresponsabilité politique sur toutes les affaires de l'État. Quand tout va bien, c'est lui. Quand tout va mal, quand ça échoue, que tout va mal, non, c'est les autres. Mes chers concitoyens, mes chers compatriotes, il y a des moments dans l'histoire des peuples où tout bascule. L'heure que nous vivons est de celle-là. Pendant des années, j'ai cru à tort qu'il était possible de changer les choses de l'intérieur. J'ai servi le RDPC à entendre nos villes et nos campagnes. J'ai vu la sueur des paysans qui nourrissent la nation. J'ai vu les mains cailleuses des artisans abandonnés. Le courage des mères qui accouchent parfois sous la lampe de tempête. J'ai vu le DAS de notre jeunesse. J'ai vu un peuple debout, mais un État à genoux, un État absent. J'ai réclamé la jeunesse, le renouveau, l'alternance. On m'a répondu par le mépris, par la manipulation et par la peur. Face à l'inertie, nous avons tenté de rétablir la normalité républicaine par les voies judiciaires. La justice, hélas, est devenue un instrument entre les mains du pouvoir et les institutions, ses complices. Je refuse d'être comptable de cette forfaiture où la justice est rendue à la tête du client, où elle s'ajuste au profil social et au positionnement politique de chacun. Je refuse cette mascarade parce que je suis du côté du peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, ici et maintenant, devant notre histoire et notre conscience collective, je démissionne du RDPC avec effet immédiat. Cette décision est un acte de foi en notre peuple, en sa dignité, en sa capacité à forger son propre destin. C'est la fidélité à l'héritage de ceux qui ont tout sacrifié pour notre liberté. Robert Oumniobé est tombé le corps triplé de balles, mais son regard restait tourné vers l'avenir d'un Cameroun libre. Ernest Ouandié a marché vers son exécution sans baisser la tête pour que nous restions debout. Patrice Lumumba a quitté ce monde dans la souffrance, mais ses dernières lettres portaient l'espoir d'une Afrique unie et digne. Thomas Sankara nous a exhortés en déclarant, je le cite, «
nous devons oser inventer l'avenir. Nelson Mandela a passé 27 ans derrière les barreaux, mais son esprit n'a jamais connu de prison. Aujourd'hui, regardons-nous en face, dont la justice se vend et que les élections se jouent d'avance. N'avons-nous pas trahi leur combat? Leur sacrifice nous a légué une chose, notre dignité. Si nous ne la défendons pas, nous serons les fossoyeurs de leurs rêves. Pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, respectueusement, j'appelle les 11 candidats retenus à s'unir. Il n'y a pas 3 options, il n'y en a que 2. Soit vous vous coalisez pour un candidat unique, un candidat de l'opposition qui incarnera l'espoir du peuple, soit vous vous retirez collectivement de cette mascarade dont l'issue évidente est la proclamation de la victoire de Paul Biya. L'une ou l'autre de ces 2 options est à même de rendre justice au peuple souverain. Toute autre attitude ne servira qu'à cautionner la forfaiture qui se prépare au grand jour. Le peuple attend un geste de courage. Ne soyez pas les complices d'un système qui trahit notre pays. Et à vous, peuple camerounais, je dis ne perdez pas espoir. Car les dirigeants ont délibérément troqué la cohésion contre le tribalisme, cette arme de division. Pourtant, la même souffrance frappe l'homme du Nord et celui de l'Ouest, le citoyen de l'Est et celui du Sud. Partout sur notre territoire, les visages sont marqués par la même douleur, car ces gouvernants n'ont qu'une seule règle, brimer le peuple, régner sans partage, sans écouter, sans accompagner, et leur gouvernance est une embuscade permanente où les droits humains sont piétinés. Ne laissez personne vous faire détester votre pays à cause de la mauvaise gouvernance. Vous devez au contraire aimer votre pays. Ce drapeau que je place à mes côtés n'est pas un ornement. Appropriez-vous-le, portez-le chez vous. Quand vous revendiquerez vos droits, brandissez-le. Quand vous résisterez à l'oppression, tenez-le fermement. Je me tiens désormais à vos côtés pour mener la bataille de la restauration de notre pays. Nous le ferons ensemble et nous le ferons parce que nous le devons à nous-mêmes. Nous irons jusqu'au bout et pour ne pas dévier de notre route, portez toujours votre drapeau. C'est lui qui me rappellera que nous sommes les fils et les filles de cette nation et que nous avons une responsabilité, celle de remettre ce pays sur ses 2 pieds, celle d'éviter la honte à notre pays aux yeux du monde. Notre génération porte une mission, rendre à ce pays son âme, sa justice et sa fierté. Le temps des murmures est révolu, le temps de l'action est venu. Debout pour le Cameroun, debout pour nos enfants, pour la justice et pour la liberté. Vive la République, vive le Cameroun. La mutualisation, elle est importante. Elle augmente les chances de victoire, c'est évident. C'est vrai pour le monde. Il y a même un vieux dicton qui dit que l'union fait la force. Ce dicton n'a pas attendu 2025 pour exister, c'est évident. En attendant que ça se produise, on travaille. Parce qu'il peut arriver aussi que ça ne se produise pas. Je rappelle même que des coalitions ont déjà perdu des élections au Cameroun. Le PCRN est ouvert à la mutualisation. Et chaque fois que nous avons été appelés, nous y sommes allés. Ou retourner dans cette opposition, la Belouba Maïgari, Issa Tiroma Bakari, c'est un peu le deuxième volet de la question du téléspectateur. Alors vous les inscrivez où? Vous les accueillez à bras ouverts pour dire que venez nous renforcer pour qu'ensemble nous obtenions ce changement. Ils sont des atouts pour l'opposition. Écoutez, l'un, vous avez cité 2 noms. Belouba Maïgari. L'un, lui, oui. Il accompagne le président Biya, je crois depuis 1997. Donc ça fera bientôt 30 ans. De façon formelle, avec l'alliance qui a été formellement signée. C'est de ça que je parle. Oui. L'autre, monsieur Issa Tiroma Bakari, que je connais bien, parce que lorsque j'étais journaliste, souvent j'étais appelé à l'interviewer dans le cadre des communications gouvernementales. Donc, lui aussi, il a accompagné le président Biya, je crois, pendant près de 25 ans. Oui. D'ailleurs, lui, il affirmait même qu'il l'accompagnerait jusqu'à sa mort. Qu'il décide maintenant de le combattre, c'est un choix que moi j'applaudis des 2 mains. Et en sortant de là, ils sortent d'ailleurs avec un avantage. C'est que comme eux, ils savent ce qu'ils faisaient pour le maintenir, ils savent ce qu'ils faisaient pour le renforcer, ils savent ce qu'ils faisaient pour le rendre aussi indéboulonnable, ils ont certainement par devant eux les petits secrets pour faire arriver le contraire. Donc, qu'ils soient eux-mêmes candidats ou pas, ils sont forcément par l'expérience de conservation du pouvoir qu'ils ont. Ils savent certainement ce qu'il faut faire pour détricoter ce pouvoir. Donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est des personnages dont l'arrivée dans l'opposition est forcément une bonne chose. Vous ne redoutez pas cette arrivée-là, vous ne pensez pas qu'ils n'ont pas le visage de la rupture, que ça pourrait être une sorte de continuité? Alors, une fois que j'ai dit qu'ils viennent avec cet avantage, il y a une chose qu'on ne peut pas enlever. C'est le doute qui va toujours entourer leur présence dans l'opposition. Pour le président Bello, par exemple, il a été, je crois, Premier ministre. Il a été Premier ministre. Sous Amadou Ahidjo. Il a été Premier ministre. Il a été même, je crois, le premier Premier ministre du président Biya. Puis, il est rentré dans l'opposition. Il a été notamment candidat
à l'élection présidentielle de 1992, je crois, et a obtenu d'ailleurs près de 20% des suffrages. Et là encore, il y a une expérience qu'il a en devers lui. Parce qu'on parlait tout à l'heure de mutualisation. Aujourd'hui, beaucoup d'analystes disent que s'il avait accepté de mutualiser en 1992 avec le candidat John Fundi, oui, les 20% qu'il a obtenus, mélangés aux 36% qu'avait obtenu John Fundi, aurait pu faire basculer les choses. Donc lui, il sait trop bien, par expérience, ce qui peut arriver lorsqu'on ne mutualise pas. Donc nous, on apprend forcément aussi de ça. Puis, après avoir été candidat à l'élection présidentielle, en 1997, il a rebroussé chemin, il a décidé de travailler pour le pouvoir. Si on prend le deuxième, le président Issa Chiroma Bakari, il a été lui-même opposant, mais farouche opposant, puis membre du gouvernement, puis à nouveau farouche opposant. Et là, les souvenirs sont beaucoup plus récents pour moi, parce que là, on est dans les 2004 et autres. C'est-à-dire que lorsqu'il est opposant, il a souvent été un opposant d'un niveau très peu égalé. Et lorsqu'il décide de servir le régime, il le fait comme ceux qui servent même ce régime et qui l'ont fondé n'ont pas pu le faire. Donc, ce qui caractérise aussi leur trajectoire, c'est ça, c'est des allées et venues. Et souvent, je parle du doute qui peut entourer leur démarche, c'est que souvent, on ne sait pas quand interviendra l'aller et quand interviendra la venue. Donc c'est ce doute qui peut faire que, mais je vous dis aussi, que leur expérience peut aussi comporter par devers elle le doute, dans la mesure où ils sont souvent allés, ils sont sortis et repartis. Maintenant qu'ils sont ressortis, est-ce qu'ils ne vont pas repartir? Ça, c'est des questions légitimes que l'on peut se poser. Les gens ont juste besoin d'autre chose. Les gens ont juste besoin de changement. Ils en ont, ils sont en train. Et lorsqu'on est face à ce problème, on ne doit pas s'encombrer de ressentiments, de rancune, de division, de catégorisation, en disant de menaces, en disant oui, vous, quand on arrive, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Vous, quand on arrive, on va vous régler les problèmes. Pas de la volonté du peuple. Ça, c'est vrai. Et là, on me répond, oui, le Sénégal, ce n'est pas le Cameroun, c'est vrai. C'est vrai, c'est un pays, le Sénégal, qui a quand même connu depuis 1990 ou 90. Donc là-bas, on sait ce que c'est qu'on a l'expérience de l'impact du changement à la tête de l'État dans la vie de tous les jours. Ici, les gens sont figés sur 43 ans du même système. Le bien qu'ils ne croient plus à rien, ont même tendance à penser que tous ceux qui veulent le pouvoir, non seulement n'y parviendront pas, et quand même ils y parviendraient, ce serait pour faire comme ceux qui étaient là. C'est ça la puissance à politique. Nous disons aux gens, non, le changement est possible. Et ça commence par la surveillance du peuple. Nous appelons aux hommes d'église, aux hommes de foi, aux hommes de mosquée. Parce que au point où nous en sommes, prenez l'affaire par le bout. Dans chaque village du Cameroun, il y a soit une église, soit une mosquée. Et les hommes d'église et les hommes qui tiennent la mosquée savent pouvoir trouver parmi leurs fidèles des hommes et des femmes qui craignent Dieu et qui peuvent aider les candidats que nous sommes à soulever le vote dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire en capacité de résistance et aux intimidations. Et aux achats de conscience, tout simplement au soulèvement qui arrive généralement vers la fin de la journée du vote. Nous comptons sur eux, les hommes d'église, les hommes de foi, les hommes de mosquée, nous comptons sur eux. Qu'ils s'y engagent aussi. Nous avons tous lu la position de l'église catholique il y a un certain temps. Nous sommes, le moment de l'action est arrivé. Nous comptons sur les Camerounais. Monsieur Jean-Jacques, je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous regardent là maintenant veulent le changement. C'est leur droit. Tout comme ceux qui n'en veulent pas, c'est leur droit aussi. C'est la démocratie. Mais je m'adresse à ceux qui veulent le changement. Il suffit de décider, monsieur Jean-Jacques, pour ceux qui sont en train de me regarder maintenant, de décider que le 12 octobre 2027, moi, dans mon bureau de vote où je serai assis, il n'y aura pas de fraude. Et je vous assure, il n'y aura pas de fraude. De façon subliminale, c'est une délégation. C'est-à-dire que les citoyens ont tendance à déléguer la mission de changement aux candidats, aux leaders politiques, mutualisés, coalisés, comme si c'était une affaire qui était extérieure d'eux-mêmes. Maintenant, ils en font partie. Autant les candidats et les leaders politiques doivent coaliser comme ils le souhaitent ou mutualiser, autant chacun d'entre eux a un rôle à jouer le jour de l'élection. Et c'est pour ça que j'en appelle à la responsabilité individuelle. Que le seul moyen, je dis même le seul moyen de me permettre de gagner cette élection, c'est de veiller sur le vote qu'ils m'ont accordé dans le bureau de vote. C'est-à-dire en nivelant pour qu'on ne le transforme pas, pour qu'on ne le fasse pas, pour qu'on ne le change pas. Donc, voici le jour de l'élection. Quelqu'un vous dit que vraiment il en a marre, il faut que ce pays change. Et vous dit vraiment, moi je suis prêt à vous représenter dans un bureau de vote, mais payez-moi là. Comme si le changement dont vous parliez était votre affaire à vous. Mais c'est ça l'impuissance à prise, c'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire, beaucoup de Camerounais se disent, et c'est ça le problème de la longévité d'un individu au pouvoir, d'une personne au pouvoir, c'est que, ou d'un système, ce n'est pas une question d'individu, de personne, c'est un système. C'est que, comme les gens n'ont vu que la même chose, ils se disent que la chose différente n'existe pas. Parce qu'il y a quand même quelque chose de grave dans cette élection. Grave, j'ai dit un gros mot, mais qui s'est passé quand même en 1992. Vous savez, 1992, c'est l'avènement de la démocratie. Et la plupart des opposants au premier rang en 1992 étaient des transfuges du pouvoir. Et c'est des gens qui ont quitté le pouvoir, qui se sont retrouvés aux avant-postes de l'opposition. Comme c'était quelque chose de nouveau, le peuple leur a signé des chèques à blanc. Oubliant qu'ils étaient en train de signer ces chèques à blanc à des gens qui venaient du pouvoir. Eux-mêmes, pour beaucoup, quittaient le pouvoir parce qu'ils se disaient, comme ça se passait un peu partout, que c'était la fin du pouvoir, mais il fallait vite sauter du bateau. Mais ce qui s'est aussi passé, c'est que certains d'entre eux, ayant vu que le bateau n'avait pas voulu, sont rentrés immédiatement après, désabusant dans le peuple. Le peuple camerounais qui a été trahi et meurtri dans ce moment-là ne s'en remet que péniblement. C'est pour cela que vous rencontrez, moi qui marche beaucoup dans le pays, je rencontre beaucoup d'anciens qui me disent, oui, monsieur Lévy, on vous aime, vous m'avez dit, vous aimez. Mais on a eu des poseurs comme vous. Et nous ont laissé au carrefour, c'est une expression consacrée. Vous avez beau leur dire que vous ne ferez pas la même chose, vous regardez quand même, vous parlez
citoyens. Si chacun fait ça, que c'était impossible de gagner un procès. Surtout avec tout ce qu'on sait qu'il y avait derrière. Mais je l'ai gagné. C'est de cette justice qu'il parle. C'est de cette justice. Et moi, je fais confiance à cette justice. Je fais même confiance au Conseil constitutionnel. Je reste convaincu que si moi j'apporte, je possède la preuve de ma victoire par les PV que m'apporteront les citoyens qui sont en train d'écouter, je reste convaincu que le Conseil constitutionnel me proclamera vainqueur. D'accord. Ça, c'est ce qu'appelle un politicien de mauvaise qualité, un être humain de très mauvaise qualité, qui n'a même pas de dignité ni de respect. C'est-à-dire qu'il ne voit pas le pays au-delà de sa petite personne individuelle. L'intérêt individuel ronge son âme. Il ne sait même pas qu'un pays, c'est des institutions mises au service de l'intérêt collectif. Tu es un être humain de très mauvaise qualité, tu es un être humain de très mauvaise qualité et tu es un politicien de très mauvaise qualité. Un politicien pense d'abord à l'intérêt collectif. Un politicien pense d'abord à l'intérêt collectif. Le Conseil constitutionnel n'est pas au service de toi, Poigne. On le pose déjà au Conseil constitutionnel d'être au service de Paul Biya. Tu estimes que non, le Conseil constitutionnel peut dire la vérité lorsqu'il s'agit de toi. Peut dire le toi s'il s'agit de toi. Mais s'il s'agit de Maurice Kamto, le Conseil constitutionnel ne doit pas dire le toi. Que le Conseil constitutionnel viole la loi comme il a violé la loi au dernier Conseil constitutionnel. Toi, tu es content. Les enfants, je vous dis